C'est Gloria de Polylotria. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que nous avons tous, de quelque chose que nous porterons jusqu'à la fin de notre vie, les noms de famille. C'est parti pour le générique. Alors aujourd'hui, on va parler des noms de famille. Qu'est-ce que c'est qu'un nom de famille? Un nom de famille, c'est après votre prénom qui vous donne votre caractère à 60%, comme je l'ai dit dans une autre vidéo. La deuxième chose qui vous caractérise, c'est quelque chose que vous portez, comme dans votre identité. Souvent, c'est un nom qui vient de votre père, de la partie paternelle de votre famille que vous portez. Ce nom-là a une histoire. D'ailleurs, il faut savoir qu'à la base, les humains n'avaient pas de nom de famille. C'est une invention qui date du Moyen-Âge, et précisément du XIIe siècle, qui a été mis par les nobles pour nommer les habitants de leur territoire afin de pouvoir y récupérer les impôts. Et oui, sachez qu'il fallait donc surnommer ou nommer les habitants, donc soit on les nommait en fonction de s'ils appartenaient à la même famille, c'est pour ça qu'on a des noms de famille qui ont des prénoms. Vous aviez un Martin, Monsieur Martin avait 5 enfants, on appelle les Martins toute la famille de ce monsieur. Et vous avez aussi des noms de famille qui sont dus à des métiers. On a aussi des noms de famille qui sont dus à des lieux. Je m'appelle Dupont, je m'appelle Depierre. C'est dû à des lieux spécifiques afin de ne pas oublier la provenance de la personne et surtout où est-ce qu'elle était située dans le village en question. Et enfin, on a des surnoms, des noms de famille, qui sont dus à une histoire de votre origine ethnique. Est-ce que vous étiez d'une autre région lorsqu'ils ont commencé à nommer les gens? Si c'était le cas, vous êtes appelé de Toulouse, de Marseille ou d'ailleurs. C'est aussi d'ailleurs pour cette raison que ceux qui s'appellent de quelque chose sans espace sont dus à des noms communs, mais dès lors qu'il y a un espace, on dit souvent que ce sont les noms de personnes de haute société. Moi, ce qui m'a intéressé aussi dans le nom de famille, c'était que, comme il descend du père, ça efface les racines génétiques et linguistiques des mamans. Mais il existe aussi les matronymes. C'est le cas d'une région qui me tient à cœur, le Calvados, où vous avez le nom de la maman. Donc, ça peut être soit un nom qu'on a francisé, au lieu d'avoir Martin, vous avez Martine, au lieu d'avoir Pierre, vous avez Pierrette, etc. Soit c'est parce que vous portez le nom de la maman, parce que le papa, on ne sait pas qui c'est, où il est parti, où il est mort, où on a honte, on dissimule son identité pour des raisons diverses et variées, un viol, on cache d'une guerre, on change d'identité, etc., etc. En France, je parlais des femmes. Les femmes, leur nom de famille disparaissent. Et quand un nom de famille d'une femme disparaît, on efface aussi son origine. Je vous donne un exemple de quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années. C'est une femme qui était métisse, vietnamienne et française. Elle avait un prénom français, Séverine, un nom de famille de son père, puisque c'est son père qui était le français, Dubois. Mais comme elle était métisse, si je dis Séverine Dubois, vous allez me dire, elle est française. On va imaginer qu'elle meurt demain, vous avez que ce nom, vous allez l'imaginer caucasienne française. Elle a été obligée de mettre un Tran, qui est un nom vietnamien, qui veut dire entier. Elle a été obligée de mettre Tran pour ne pas qu'on efface son ethnicité de sa maman, pour que si jamais on doit la représenter, qu'on puisse montrer et prouver son métissage. Et ça a posé un grand questionnement, puisque cette femme-là s'est mariée, et donc si elle se marie, quel nom de famille est-ce qu'elle porte? Est-ce qu'elle porte le nom qu'elle avait toute sa vie, avec Tran Dubois, ou est-ce qu'elle porte le nom de son mari? Et là, encore une fois, on réefface son ethnicité. Donc les noms des femmes aussi indiquaient leur origine, leur voyage, leur ethnicité, leur secret. Ça indiquait aussi leur catégorie sociale, puisque en fonction de qui vous étiez, votre nom a une importance. Et puis, il faut pas oublier comment ça fonctionnait avant ce système patriarcal. On portait le nom d'un homme, soit du père, soit du mari.
Avant ça, en tout cas en Europe, en France, on expliquait d'où l'on venait et surtout de qui on descend. Donc je suis Martine, fils de Pierre le forgeron, vivant à Marseille. Voilà comment on se présentait avant. Ensuite, les gens vous donnaient un surnom parce que tout ça, ça faisait trop long. On disait Martine forgeron et ça s'arrêtait là. Maintenant, Martine, elle s'appelle Martine forgeron à cause de cette histoire-là. Elle se marie à Monsieur Marchand. Et ben, que se passe-t-il? Martine Marchand, on n'a plus du tout l'histoire, d'où est-ce qu'elle vient, etc. Donc, pendant longtemps, les femmes et les hommes, d'ailleurs, les hommes aussi souffraient de ce système, devaient se présenter en entièreté, de qui on descend et de quelle ville l'on vient lorsqu'il fallait payer des impôts ou lorsqu'il y avait besoin de recenser les identités des gens. L'avantage du nom de famille, c'est que ça permet de faire quelque chose de beau, la généalogie. On peut vous faire un arbre remontant sur plusieurs siècles afin de connaître vos familles. Bien sûr, cet arbre peut avoir des secrets. Est-ce que les mamans ont été honnêtes? Est-ce qu'il n'y a pas eu de viol, d'inceste ou de choses horribles comme secret de famille? Mais ça permet de voir aussi le brassage des gens, de voir qu'il y a beaucoup de migrations régionales, départementales, nationales même, qui explique qui vous êtes et de qui vous descendez. Donc un nom de famille, c'est pour ça qu'il change au fur et à mesure, surtout s'il y a des femmes. Les femmes se marient, leur nom de famille disparaît, change, et donc il faut après se casser un petit peu la tête pour retrouver de qui elles descendent, pourquoi elles descendent, etc. Le côté maternel, paternel de chacune et de chacun. Le fils, c'est moins contraignant puisque le fils peut avoir un nom de famille qui traverse les siècles sur plusieurs générations, voire plusieurs siècles et millénaires. On peut parler de millénaires à partir du moment où il y a des noms qui ont juste eu une toute petite modification. Encore, on reste à siècle pour certains, puisque, comme j'ai dit, le nom de famille commence à partir du XIIe siècle, on est au XXIe siècle, donc on peut aller voir des noms de famille qui ont au moins 900 ans. Mais 900 ans presque millénaires, parce que pour les nobles, c'est un cas particulier. Là, le nom de famille paraissait quelque chose que l'on peut retrouver, surtout s'il y a beaucoup de dynasties, s'il y a une multitude de mariages et d'affiliations qui se font dans le temps et dont on retrouve des traces dans les tapisseries, dans les parchemins, dans les pierres ou dans d'autres traçabilités historiques ancestrales. Un autre fait marquant, j'ai trouvé que la majorité des Français avaient un nom de famille qui était un prénom. Il y a deux écoles qui expliquent ceci. Il y en a qui disent que c'est dû au patronyme. Vous étiez, comme j'ai dit tout à l'heure, un qui s'appelait Martin. On disait les Martin pour ses enfants et sa femme. Et petit à petit, on reconnaît par ce Martin sa descendance. Bon, c'est une histoire. Mais il y a les enfants de la DAS, les enfants abandonnés. Et quand un enfant est abandonné, on l'appelait souvent comme nom de famille avec un prénom. Les Portugais, par exemple, appellent les enfants abandonnés leur nom de famille dos Santos, qui veut dire littéralement des saints, S-A-I-N-T-S. Donc ils descendent des cieux, ils ont été abandonnés par les dieux. Mais il y a d'autres peuples qui donnent des noms de famille différents aux enfants abandonnés, non pas pour les marquer et les stigmatiser, mais parce qu'on ne peut pas leur donner de nom d'un père quelconque comme ça. On ne peut pas leur faire appartenir à des familles dont on sait qu'ils n'appartiendront pas au final. D'où le fait qu'à chaque fois qu'il y a une adoption, tout de suite, l'une des choses qu'on change en premier, c'est le nom de famille de l'enfant. Ou son prénom, si jamais ce prénom et que l'enfant change de pays, c'est souvent le nom de famille qui est le premier, à quelle famille il appartient, et on donne un patronyme du père adoptant, afin que cet enfant rentre donc légalement par les papiers dans la famille. Après, il y a les surnoms. Donc, ce qui est bien, c'est ce qu'on appelle les sobriquets. Alors, les sobriquets, c'est quelque chose qui est dû souvent à une anecdote, soit à une métaphore, soit parce que les personnes avaient dans leur physique ou dans leur attitude ce qu'on appelle une métonymie,
une caractéristique. Si vous appelez Poisson, si vous appelez le Lris, le Sage, le Blond, le Grand, etc., c'est que sûrement l'ancêtre devait avoir cette caractéristique. On retrouve des sobriquets, notamment dans le nom des rois. Louis le Gros, par exemple, qui indique bien qu'il était sûrement gros à l'époque où il était vivant. Donc ça aussi, c'est un fait commun qu'on a en français, en française, d'avoir des noms de famille qui signifient, qui ont des histoires dues à des anecdotes dont on a pu les traces, mais dont les noms de famille restent. Il existe ça aussi dans d'autres langues. Moi, j'avais appris que si vous appelez le khal en arabe dans les pays de Nord-Afrique, le khal veut dire le noir. Et donc, il y a plusieurs histoires. Une qui dit que c'était le noir, soit parce que la personne avait aimé la couleur et laissé. Vous avez d'autres histoires qui disent non, c'est parce que il s'appelait comme ça parce qu'il avait un ancêtre de couleur noire. Il y en avait un autre qui a dit non, c'est pour éloigner le mauvais œil. Il y a une multitude d'histoires de personnes qui ont des noms de famille d'un nom commun, mais avec des racines différentes. Et il ne faut pas oublier que l'un des points importants quand vous devez changer votre identité, que vous devez changer de nom, parce que vous êtes peut-être un espion, parce que vous avez peut-être migré et que vous voulez pas qu'on vous retrouve, parce que vous avez été déshérité, parce que vous ne, entre guillemets, ne supportez pas votre nom de famille qui peut avoir des préjudices sur vous quand vous appelez la mort, quand vous appelez avec des noms dévalorisants, c'est un petit peu plus compliqué, donc vous changez de nom, et donc il faut en rechoisir un autre. Et dans ce choix-là, les personnes soit prennent des noms communs pour se mélanger à masse, soit à l'inverse cherchent des histoires derrière leur nom de famille. Un dernier, il y a des noms de toponymie qui disent des noms d'où est-ce que vous venez. Par exemple, les Basques sont réputés pour avoir des noms de famille qui sont des noms de lieux basques. Ça, au moins, on sait d'où venaient originairement les familles avant qu'elles migrent à gauche, à droite, en Espagne, en France ou ailleurs. Mais moi, j'aimerais parler d'une histoire qui m'est personnelle, les noms ethniques. Il y a des personnes qui portent des noms de famille, non pas dus au père, non pas dus à la mère, mais parce que quand elles viennent au monde, on leur donne un nom de famille qui doit leur porter bonheur, qui doit les accompagner toute leur vie et qui, dès lors qu'ils disent, tout de suite, ça raconte leur histoire. Donc, je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Je vous raconterai des exemples un peu plus concrets dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de mieux comprendre d'où viennent les noms de famille. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un nouveau podcast. Ciao, ciao.